Alors bonjour, bienvenue dans cette réunion d'information d'exécutif Certificate Tech Lead. Donc, il s'agit d'une réunion d'information de Central Supélec Executive Education. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est en deux mots, c'est le Tech Lead, hein, donc l'architecture logicielle et les projets de développement. Alors cette réunion va être animée par deux personnes, Jonathan qui est avec moi et puis moi-même. Alors pour brièvement expliquer le déroulé, donc on va se présenter tous les deux. Ensuite, Jonathan va vous parler des pratiques de code, en particulier du craft et du TDD, enfin de choses qui sont les pratiques principales aujourd'hui, l'état de l'art sur la façon de coder. Ensuite, moi, je vous parlerai un peu d'architecture logicielle et puis je vous parlerai d'intégration continue et de déploiement en continu. Voilà. Et puis ensuite, on présentera un peu plus précisément le webinaire, pardon, l'executive certificate, pardon, donc son déroulé, son format, etc. Donc alors, on va commencer par les présentations. Donc je me présente en premier, puis ensuite je laisserai Jonathan se présenter et puis continuer à prendre la parole. Alors, bon, moi j'ai mis un slide assez touffu, mais en deux mots, je travaille aujourd'hui d'une part chez Central Supélec Executive Education comme responsable du domaine SI et technologie du digital. Donc globalement, je suis un peu en charge du programme et du catalogue formation de l'EXED pour la formation continue. J'ai dans le passé écrit un certain nombre de livres parce que je travaillais dans des cabinets de conseil où il s'agissait de faire de la veille sur pas mal de sujets. Donc quand on fait de la veille, on peut avoir l'occasion. Et puis actuellement, mon travail principal, c'est d'organiser l'informatique dans une ONG écologique qui s'appelle la Fresque du Climat. Et dans le cadre de mes activités, on va dire écologiques, j'étais amené à travailler sur un calculateur thermique, quelque chose qui permet de calculer la consommation énergétique d'une maison, d'un appartement, etc. Et donc, je ferai un petit retour d'expérience là-dessus en deux mots à un moment donné pour, voilà, pour illustrer un peu mon propos. Alors, ce calculateur s'appelle Domofit, donc j'en reparlerai un petit peu plus loin. Et donc là, je vais passer la parole à Jonathan pour qu'il se présente. Super, merci Guillaume. Donc du coup, je me présente, Jonathan Duberville. Je travaille à Lille, dans le nord de la France. Actuellement, je suis responsable qualité pour le groupe ADO qui possède notamment les marques Leroy Merlin, Zodio, etc. Mes spécialités, c'est les pratiques de développement de qualité. C'est des choses que j'essaie de déguiser assez souvent. Donc, si vous participez à des meet-up, etc., potentiellement, vous pouvez me croiser sur ces terrains-là. J'aime beaucoup les pratiques de développement et aussi les méthodologies plutôt agiles. Donc, en général, quand j'interviens, c'est plutôt dans ces sujets-là. Mes rôles au niveau des organisations, donc j'ai des rôles souvent de tech leader parce que ça demande un peu les deux valences, technique, mais aussi organisation. J'interviens aussi en tant qu'architecte logiciel, souvent pour du conseil autour d'une problématique en particulier, donc plutôt sur un format workshop pour accompagner des clients. Et puis j'ai mis quelques clients chez qui j'ai travaillé et chez qui j'ai adoré travailler parce que il y a des pratiques qui sont mises en place qui sont hyper intéressantes pour les développeurs. Pour le coup. Alors du coup aujourd'hui je vais vous parler plutôt du craft qui est une pratique pas si récente que ça, mais dont beaucoup de gens parlent. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'on a vu une phrase qui était apparue dans un journal qui est assez connu maintenant, qui dit le logiciel mange le monde. Pourquoi c'est vrai? Parce que on note en fait que d'année en année, la portion de budget qui est allouée au logiciel dans les entreprises augmente. Donc, de- en corrélation à ça, on a aussi de plus en plus de développeurs, de plus en plus de code à maintenir, de plus en plus de code à produire aussi. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est actuel, intéressant. Euh, ce, qui, ce qui va nous aider aujourd'hui, désolé, ce qui va nous aider aujourd'hui à cerner un peu le sens de la pratique qu'on veut emmener. Alors, j'ai les slides qui ne passent plus, Guillaume, désolé.
Merci. C'est bon là? Donc, Pardon, excuse-moi. ouais, ouais, nickel, merci. Donc aujourd'hui au niveau technique, c'est assez varié. Donc il y a quelques années, il y avait une vraie tendance découpage Java, JavaScript. De plus en plus, ça évolue. Donc je vous ai mis un peu une petite slide pour balayer très rapidement l'horizon des langages. C'est hyper varié et très globalement, dans la suite de cet échange, c'est pas quelque chose qui va être prioritaire. Nous, on va plutôt se focaliser sur les bonnes pratiques, sur les outils, les techniques qu'on peut utiliser. Et ce qu'on va vous montrer juste après peut s'appliquer potentiellement à tous ces horizons de langage, sans problème. Donc, au niveau Tu veux que je fasse défiler peut-être, c'est ça? s'il te plaît, merci. Excuse-moi. Donc, au niveau projet aujourd'hui, on a différentes typologies d'équipes. Là, on vous a remis rapidement une organisation assez typique, plutôt moderne hein, d'équipe. Dans cette organisation-là, on va trouver globalement trois grandes phases dans la création d'un produit logiciel. Et donc sur ces trois grandes phases, on va avoir un ensemble d'acteurs qui vont être amenés à délivrer un artefact en particulier. Donc la première phase, c'est une phase plutôt d'étude du besoin utilisateur. Dans cette phase-là, en général, on a un product owner qui est lui plutôt en relation avec les métiers, qui va prendre du temps avec les utilisateurs, plutôt les partenaires business pour récupérer du besoin, en discuter avec des développeurs, des testeurs pour essayer d'avoir la meilleure compréhension possible du besoin. Une fois que c'est fait, on va alimenter un premier artefact qui s'appelle le backlog. Donc dans le backlog, on retrouve des choses à faire hein, globalement. Et l'équipe de développement va construire les solutions pour répondre aux besoins qui ont été formulés dans le backlog. Donc, à l'issue de ce travail-là, on a une gestion des versions qui permet de livrer une version de solution à un instant T. Et une fois qu'on a livré cette version sur un gestionnaire de version, par exemple Git, on va avoir des équipes en général composé de testeurs, de développeurs, de personnes plutôt typées production, donc qu'on appelle des ops, qui vont travailler sur un ensemble d'outils et de techniques pour essayer de proposer cette version le plus rapidement possible, souvent sur une production pour que les gens puissent l'utiliser, mais aussi parce qu'on en a besoin pour vérifier, par exemple, les performances, etc., sur une pré-production ou un environnement de qualification. Donc ça c'est vraiment un exemple d'organisation qu'on pourrait avoir dans une équipe qui va délivrer un projet informatique. Au niveau organisation de... Ah, je crois on a sauté une petite slide. Guillaume, si tu peux revenir sur celle d'avant. C'est bon? Juste avant celle-là. Juste avant celle-là? Ah, excuse-moi, Ouais, c'est ça? ouais c'est ça, on en a passé une. Donc au niveau organisation, on a relativement deux modes d'organisation aujourd'hui qui s'opposent un peu, qui sont pas forcément contradictoires hein, finalement, on peut avoir un peu des deux. Mais à l'époque, quand on faisait du logiciel, ce qui était convenu, c'est qu'on avait plusieurs phases dans le développement du logiciel, avec une phase où on construit, une phase où on conçoit, une phase où on développe, où on construit la version, et une phase où on lance l'application. Donc là, on est plutôt dans la partie exploitation, maintenance, etc. Euh, de, de manière actuelle, quand on lance un logiciel, on préfère maintenant se dire on va essayer de travailler avec un peu moins d'effets tunnels, on va essayer de moins découper ces phases, justement pour récupérer rapidement du feedback dans ce qu'on construit. Et donc là, on est plutôt à droite sur des organisations qui vont être multiples, avec des équipes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais qui sont alignées pour essayer de produire le logiciel qu'on souhaite construire. Je vous ai mis un petit exemple d'une équipe, par exemple, qui est alignée sur une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur, ça va être une fonctionnalité. Hein. Par exemple, si
Si on prend une application qui fait de la musique en ligne, le fait de jouer une musique, c'est une fonctionnalité. Le fait de rechercher une musique dans un répertoire, c'est une fonctionnalité. Donc, on a des équipes qui peuvent être dédiées à ça. Et au sein d'une équipe, on va retrouver un product owner, des facilitateurs, des scrum masters, des coachs agiles, des développeurs, un tech lead en général, des personnes qui vont plutôt tester l'application et des gens plutôt profil opération. Donc là, du coup, je vais vous parler de l'organisation agile versus l'organisation traditionnelle. C'est une étape importante pour la suite du mouvement. Ce qu'on voyait précédemment, c'est que tu peux passer sur la 8, s'il te plaît. Merci. Donc, ce qu'on voyait précédemment en termes d'organisation, c'était le découpage en silos avec les différentes phases. Avec l'agilité, on a essayé de lever ces différents silos pour mieux réussir la construction de logiciels. En revanche, quand on regarde les chiffres de réussite logicielle, on se rend compte que même en ayant cette nouvelle organisation, on n'est pas capable aujourd'hui de se dire de manière certaine que le logiciel va réussir. Donc là, ça a été mesuré en 2020. Le taux de réussite pour un projet qu'on fait en agile avec toutes les bonnes pratiques qu'on veut mettre en place en termes d'organisation, on est quand même à moins de 50%. Donc un projet sur deux potentiellement peut échouer. Et souvent, le projet, il est entre la réussite et l'échec. Il faut constamment injecter des nouvelles pratiques ou de la meilleure connaissance dans le projet, dans la construction du projet pour le réussir, pour le passer en réussite. Donc, quand on se dit ça, ce qu'on se dit finalement, c'est que l'arrivée de l'organisation agile, ça a amélioré les choses, c'est clair et net. En revanche, ça nous aide pas à atteindre un taux de réussite qui soit le plus optimum possible. Donc, il y a toujours de la place à de l'amélioration et à des nouvelles pratiques. Donc, du coup, pour essayer d'attaquer cette place qui nous reste pour la réussite des projets, il y a des nouveaux rôles qui émergent, des nouveaux mouvements qui émergent, et on a notamment le mouvement des artisans qui, donc quand je dis artisan, c'est software craftsmanship, souvent tech lead. Donc on a très souvent le mouvement craft qui prend dans l'entreprise avec pas mal de partage de pratiques, etc. Donc là, on va passer sur la suivante, s'il te plaît, Guillaume. Merci. Donc sur ce mouvement-là, il y a deux choses importantes à noter. La première chose importante, c'est que ça s'inscrit dans la lignée du mouvement agile. Donc, tout ce qu'on a vu sur l'agilité, donc un logiciel opérationnel, une adaptation au changement, les personnes et leurs interactions, la collaboration avec le client, etc. C'est des choses qui sont capitales, qui restent, qui sont importantes et qu'il faut continuer. Donc, on continue de mettre de l'énergie. En revanche, on va un peu plus loin en fournissant non pas juste un logiciel opérationnel, mais aussi en ayant une conception qui soit adaptée à ce logiciel. Donc, il y a quelques valeurs qu'on vient retrouver en plus dans ce mouvement-là, avec le fait de livrer un logiciel bien conçu, le fait d'ajouter de la valeur constamment à notre logiciel. Donc, du changement pour du changement, c'est pas forcément hyper intéressant. Et du coup, ce qu'on doit s'efforcer à faire en plus, c'est de se dire, je fais un changement pour rapporter une fonctionnalité supplémentaire ou une valeur supplémentaire à mon utilisateur. Il y a la notion de communauté de professionnels qui va se créer aussi. Et au-delà de la collaboration, on essaie vraiment de travailler plus dans un mode de partenariat. Ce mouvement-là, il prend un peu ses inspirations dans la pratique du compagnonnage. À l'époque, quand on voulait former des personnes sur un artisanat en particulier, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des jeunes, qu'on accompagnait, qu'on formait, qu'on emmenait rencontrer des personnes plus expérimentées. Et ce mode de partage-là permettait de transmettre le savoir et puis de créer aussi une solidarité entre les différentes personnes de la communauté pour ensemble justement
amener une amélioration globale de la pratique. Donc cette métaphore-là, elle se reprend vraiment au niveau du craft. Et du coup, dans les équipes, on retrouve ce mode de fonctionnement. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, on va venir mixer à la fois l'expérience des seniors, le partage entre les personnes, la transmission de l'information et le fait d'améliorer effectivement la qualité du logiciel qu'on construit. On va passer sur la suivante, s'il te plaît, Guillaume. Merci. Donc, en termes de pratique et d'inspiration, sur le mouvement et la philosophie en elle-même, on est plutôt sur du compagnonnage. En revanche, sur le côté vraiment terrain, dans la pratique, le mouvement artisan est beaucoup supporté par les pratiques qui sont dans le framework XP. Pourquoi ces pratiques-là? Parce qu'en fait, si on fait un peu le tour de ce qu'on peut mettre en place dans une équipe, on se rend compte que de manière assez minimaliste, en récupérant quelques-unes, on arrive déjà, dans un premier temps, à améliorer la qualité de ce qu'on produit en termes de logiciel. Donc, de manière très courante, quand on parle d'artisanat ou de craft, ce que vous allez retrouver typiquement, c'est la notion de test. Ça va être un élément clé, une vraie base solide pour le développement, mais il y aura beaucoup de choses autour de la philosophie du partage pour rester dans le thème de l'échange et puis de la communauté. Donc, on va retrouver beaucoup de pratiques collectives. En pratique collective, on peut retrouver du mentoring, donc un développeur qui se met face à ses collègues pour démontrer une nouvelle pratique qu'il a acquise, une nouvelle technique qu'il a acquise, une nouvelle technologie. On a la revue par les pairs, donc quand je produis du logiciel, je vais pas m'empêcher d'aller voir mes collègues pour leur montrer ce que j'ai produit et récupérer des retours en direct de mes collègues sur la façon dont j'ai conçu mon logiciel, sur la façon dont je l'ai testé, sur la façon dont je l'ai documenté, etc. Une pratique assez commune qu'on va retrouver dans les équipes qui abordent qui embrassent cette philosophie craft, c'est le pair programming. Donc c'est le fait de travailler à deux au moins, voire du mob programming, donc là plus que deux, sur un sujet à un instant T pour discuter en même temps de la conception, de la maintenance, de l'architecture, du design, du développement, des tests, etc. Donc la finalité de ces pratiques collaboratives, c'est avant tout de vérifier que les personnes prennent vraiment possession collectivement de ce qui est produit. Et par là, on note déjà beaucoup d'améliorations sur la lisibilité, par exemple, sur les conceptions, par exemple, parce qu'à un instant T, on a vraiment tous les intervenants qui peuvent aider à décider de la solution qu'on est en train d'implémenter. Et une dernière pratique qui est assez courante, qui s'appelle le coding dojo, ou le kata. Donc on se met plutôt dans un mode d'entraînement. Et là, on évite en général de le faire sur un projet existant. On a des petits exercices qui sont dédiés, qui sont vraiment adaptés à ça. Et donc, on va essayer de manière très régulière de déguiser une pratique en l'exerçant le plus souvent possible et de manière assez variée. Exemple, je vais apprendre à faire du test. Eh bien, je vais prendre un sujet, une petite problématique. Je vais commencer à la tester. Et puis, le jour suivant, je peux peut-être prendre 30 minutes, la tester différemment. La semaine suivante, essayer une autre méthode de test, une autre pratique de test, un autre langage, un autre logiciel, un autre framework, etc. Donc, le fait de rendre cet exercice-là régulier fait que quand on y est confronté dans la réalité d'un projet, les réactions sont beaucoup plus simples. On a moins d'appréhension sur le fait d'aller utiliser la technique, de la mettre en place et puis de la dérouler de manière efficace. Donc ça, c'est assez important. Ça fait partie vraiment de cette philosophie de se dire, si je veux être bon, je dois m'entraîner. Et pour m'entraîner, il faut le faire régulièrement. C'est comme tout. Donc on se pose, on travaille, on prend un sujet, on essaie de le tordre. Et puis quand on a fini, on sollicite les pairs pour une relecture, on discute, on fait du mentoring, on fait du pair programming. Donc toutes ces pratiques-là, elles ont vocation à essayer de viser l'excellence technique, qui est un des fondements des principes agiles,
pour justement essayer de basculer nos projets en challengés plutôt vers des projets qui vont être en réussite. On peut passer à la suivante, Guillaume. Merci. Donc là, je vais vous parler d'une pratique en particulier, ce qu'on appelle le test-driven development. C'est une pratique qui est vraiment au centre de la philosophie de l'artisanat logiciel. Pourquoi? Parce qu'on se dit que tester une fois que le logiciel est en production, c'est déjà trop tard. Parce qu'en production, c'est-à-dire que les utilisateurs vont le tester à notre place, hein, finalement. Ils vont découvrir potentiellement des défauts, des erreurs, etc. Donc l'idéal pour la construction de logiciels et puis pour éviter d'avoir un déficit de confiance lié à des défauts qu'on trouverait sur une production, c'est d'essayer de rapprocher le plus possible cette phase de vérification de la phase de construction. Donc quand on dit rapprocher le plus possible, ça peut être juste après et on peut faire mieux, on peut faire plus en amont, on peut le faire juste avant. Donc avant de commencer ma construction, je vais travailler sur la compréhension de mon besoin, vérifier que le logiciel que je construis va être vraiment adapté et va répondre de manière assez simple et efficace aux besoins qu'on m'a exposés. Donc, je vais commencer par travailler très rapidement sur une petite conception, on dire voilà comment je veux démarrer. Et ensuite, une fois que j'ai ma petite conception, je commence par le développement d'une première partie de solution. Et lors du développement de cette solution, je vais commencer par écrire des tests. Pourquoi écrire des tests? Parce que finalement, si on a cette petite validation qui est juste à côté, dès qu'on fait une action, on peut lancer les tests qui ont été écrits pour vérifier si on a réussi ou pas. Et c'est assez binaire hein, comme mode de fonctionnement. Soit le test il répond oui, ce que tu voulais que l'application fasse se passe de manière correcte. Donc finalement, mon développement il est quasiment terminé. J'ai de la place pour faire ce qu'on appelle du refactoring pour retravailler mon code, faire de la relecture, documenter, changer le nom de mes variables parce que je veux essayer de produire quelque chose de plus lisible pour mes collègues, par exemple. Mais en tout cas, le fait d'avoir posé mon test avant fait que mon développement reste cadré. J'ai pas la possibilité de dévier de mon objectif qui est déjà posé par le test que je veux faire passer finalement. Une fois qu'on a écrit ces tests et fait ces développements, ce qui est intéressant, c'est que cette base de code, cette base de test qui a été posée, nous sert aussi pour vérifier qu'il n'y aura pas dans les développements futurs de régression sur les portions de code qui sont déjà testées. Et donc là, le bénéfice, il peut être immense hein, parce qu'une équipe agile peut délivrer beaucoup de logiciels. Donc le fait de se dire, j'ai des tests qui me permettent de me dire à chaque fois que je délivre une nouvelle partie du logiciel, le logiciel en lui-même fonctionne toujours. C'est vraiment une valeur ajoutée assez forte pour les équipes au quotidien. Donc avec ça, on évite les régressions fonctionnelles, on évite tout ce qui est glissement de planning parce que justement, on a des défauts, on a des bugs à corriger, etc. Et en plus, comme on a posé des tests, on comprend mieux ce qu'on a écrit et notre architecture, elle est meilleure aussi. Voilà. Je pense que autour de ce sujet-là, on a fait un petit peu le tour. Je pense que je suis bien niveau timing. Je te laisse Oui, parfait. la main du coup, Guillaume. D'accord. Juste pour faire la transition, moi, dans les projets sur lesquels j'ai pu travailler, pas en tant que développeur, mais plutôt en tant que chef de projet, c'est vrai que les régressions, ça peut être complètement la panique. C'est-à-dire que tout d'un coup, le truc qui était censé marcher, au moment où ça va être mis en ligne, bah, ça marche plus. Et alors là, on sait plus ce qui va pas. Et alors, ça crée une ambiance terrible entre les développeurs et les autres parce que on a l'impression qu'on a perdu le contrôle, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le TDD, c'est une grande richesse pour éviter ce genre de panique. Voilà. Alors, je vais pas passer en revue d'autres sujets qui seront abordés pendant la formation, pendant l'executive certificate. Alors, il y aura effectivement donc une grande partie sur le développement logiciel, hein, qui sera en grande partie présentée par Jonathan. On parlera aussi d'architecture. Alors là-dessus, sur ce slide, j'ai mis une architecture que je dirais un peu classique aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on a beaucoup des architectures qui sont basées sur des front-end et des back-end.
Donc dans les front-end, aujourd'hui, on a de plus en plus des applications JavaScript avec différents types de frameworks JavaScript. On verra dans le slide d'après comme Angular ou React. Et puis, on a différentes stratégies de front-end. On a des applications qu'on dit responsive parce qu'elles s'adaptent aux petits écrans, elles se déforment pour s'adapter aux petits écrans. On a des applications qu'on appelle les progressive web apps qui font semblant d'être une application native sur les téléphones. On a des applications web classiques ou embarquées dans une application. Donc, il y a pas mal de stratégies d'architecture possibles pour le front-end. Et il y a aujourd'hui donc des gens qui sont des développeurs front-end, qui sont spécialisés là-dedans et qui se posent pas mal de questions. Est-ce qu'il faut d'abord faire une application mobile et ensuite la rendre plus compliquée lorsqu'on souhaite la rendre disponible sur un ordinateur? Est-ce qu'il faut faire du natif ou bien du web? Alors, il se trouve que Jonathan et moi sommes tous les deux issus d'Octo, hein, une entreprise dans laquelle on a travaillé précédemment. Et chez Octo, il y avait des discussions enflammées assez régulièrement sur le sujet de est-ce qu'il est aujourd'hui envisageable de faire une application web pour un téléphone comme donc un Android ou un iPhone. Et donc, il y a eu une époque où les gens disaient ah non, c'est absolument impossible. Aujourd'hui, les technologies web sont pas mûres pour faire quelque chose qui soit satisfaisant d'un point de vue interface utilisateur. Et puis j'ai suivi au cours des années des débats qui revenaient là-dessus, sur ce fameux sujet de faut-il utiliser telle ou telle technologie pour adresser les front-end. Voilà, donc il y a des questions d'architecture logicielle front-end donc, qui seront abordées dans l'executive certificate. Ensuite, il y a des questions de back-end. Alors, on trouve aussi des développeurs back-end. Alors, des développeurs back-end qui, eux, structurent le back-end. Aujourd'hui, il y a souvent des API qui font le lien entre le front-end et le back-end. Des API REST dans la plupart du temps, donc c'est un peu l'état de l'art aujourd'hui. Des API qui permettent un accès depuis un téléphone, depuis un ordinateur, même si ce téléphone a très peu de capacité en bande passante. Donc, il gère bien en fait les capacités d'intégration multi-device. Donc, on est souvent amené à utiliser un framework qui permet assez facilement de mettre en place une API, ou alors d'utiliser un système d'API de management, mais bon là, il ne s'agit plus de développement. Donc, on va plutôt utiliser un framework qui est capable de produire rapidement une API. Et puis ensuite, on va structurer son architecture, alors probablement avec des services, des microservices. Donc, on verra au cours de l'executive certificate donc, les différents types d'architectures logicielles qui existent dans l'état de l'art aujourd'hui. Donc là, il s'agit de bâtir la logique métier, il s'agit d'encapsuler, de savoir les problématiques de granularité des services. Est-ce qu'on fait des services monolithiques? Est-ce qu'on fait des microservices? Est-ce qu'il y a des services qui appellent des services métiers qui appellent des microservices? Donc, il y a des questions d'architecture assez passionnantes qu'on abordera dans la formation. Ensuite, il y a des questions de persistance. Alors, on a vu émerger depuis une dizaine d'années des bases de données NoSQL qui proposent une alternative pour le stockage des informations. Donc, par exemple, il y a des bases de données orientées documents ou orientées colonnes qui peuvent s'avérer intéressantes dans certains cas de figure. Et donc, du coup, aujourd'hui, les développeurs, certains connaissent bien le SQL, mais certains connaissent aussi d'autres choses que le SQL, puisque quand on va appeler une base de données de type, je sais pas, Cassandra ou Voldemort, pour parler de ce qu'utilisent les géants du web, eh bien, on n'utilise plus du SQL. Donc, c'est d'autres langages qui permettent de requêter ces bases de données d'un nouveau genre. Donc, il y a un état de l'art qui a pas mal évolué aussi sur l'architecture back-end et sur la façon dont travaillent les développeurs. Et puis aujourd'hui, on parle aussi de développeurs full stack, donc c'est les développeurs qui savent un peu maîtriser tout ça, le front-end et le back-end, qui sont souvent des développeurs un peu seniors. Voilà, donc ça, fait partie des grands sujets qu'il faudra aborder lors de la formation. Alors, j'avais mis un autre slide sur les choix d'architecture. Alors, c'est vrai qu'on a différentes granularités d'outils pour développer son architecture. Aujourd'hui, ça se fait assez peu de développer à partir d'une page blanche. C'est-à-dire que on peut très bien écrire du HTML à la main dans un éditeur de type Visual Studio Code ou Sublime Text ou autre, mais aujourd'hui, on utilise souvent des frameworks. Il y a des frameworks JavaScript simples comme des librairies comme jQuery, puis des frameworks plus sophistiqués comme Angular, React ou autres. Donc, on a des choix d'architecture à faire aussi à ce niveau-là. Quel outil open source je vais utiliser pour baser mes développements sur le front et sur le back. Alors, sur le back aussi, on a des frameworks très sophistiqués avec même parfois
des tas de dépendances à des librairies disponibles sur Internet. Alors pour vous donner un exemple que j'ai utilisé, avec Ruby on Rails, on a ce qu'on appelle des gemmes, donc qui sont des petites librairies, il y en a des milliers sur Internet. Donc il y a un site qui s'appelle RubyGem qui les référence. Et donc on peut choisir d'utiliser une petite librairie, par exemple, pour authentifier les utilisateurs, par exemple pour faire une queue d'attente, une queue de message, ou pour faire de la cryptographie. Et donc on se retrouve face à non seulement au choix d'un langage, au choix d'un framework, mais aussi au choix de tas de petites librairies dans son architecture logicielle. Donc, tout ça, ça fait que un tech lead, un développeur un peu senior, un peu expérimenté, peut être tout à fait important pour faire les bons choix d'architecture. Alors pour donner un petit exemple vécu, quand je travaillais moi sur le calcul thermique, il y a déjà, c'est un projet qui a démarré il y a quelques années. À l'époque, on avait démarré sur le front nos développements sur la première version d'Angular, ce qui à l'époque était un truc assez innovant et qui nous paraissait très intéressant, d'autant plus que on avait un besoin un peu spécifique, c'est qu'on voulait gérer une application en mode déconnecté, une application web en mode déconnecté, de sorte à ce qu'on puisse l'utiliser même en cas d'absence d'Internet. Donc pour ces raisons-là et d'autres, Angular nous avait paru intéressant. Et puis on était confronté au fait que Angular a évolué avec une rupture en fait entre Angular 1 et Angular 2. Il n'y a pas eu en fait de compatibilité ascendante. Et donc ça nous a posé des gros problèmes de refactoring, de dette technique. Vous savez, la dette technique, c'est lorsque on a fait des développements qui sont plus à l'état de l'art d'un point de vue des pratiques de développement ou d'un point de vue des librairies, des frameworks qu'on utilise. Et on parle de dette technique pour dire que c'est quelque chose qu'un jour il faudra payer. Un jour, le fait d'avoir encore du Java, je sais pas, de la version 3 ou de l'Angular 1, un jour ça va bloquer. Et donc il y a toute une question lorsqu'on fait du développement logiciel qui est de jusqu'à quand je peux utiliser des technologies qui sont plus les dernières de l'état de l'art et à partir de quel moment il faut que je migre vers les nouvelles technologies de l'état de l'art. Donc concrètement, si je reprends mon exemple, nous, on avait de l'Angular 1, et donc ça s'est révélé au bout d'un moment être un problème, parce qu'on ne pouvait plus continuer à faire de l'Angular 1. Alors pour citer un autre exemple assez extrême, je connais une startup française qui s'appelle Run My Process, et qui avait à un moment donné basé tout son développement de front-end sur la technologie Flash. La technologie Flash, c'est quelque chose qui est devenu complètement obsolète. Et ils ont eu un énorme travail de refactoring à faire pour sortir de Flash et aller vers des technologies JavaScript. Si on se positionne du côté du back-end, j'ai des amis développeurs qui m'ont raconté que à un moment donné, ils avaient beaucoup utilisé donc des petites librairies qui s'appellent des gemmes dans le cas de Ruby on Rails, et ils se sont aperçus que faire les montées de version de Ruby, du langage, du framework Rails, de toutes ces librairies, c'était un travail constant. Donc en fait, ils passaient, pour se maintenir à l'état de l'art et pour maintenir une sécurité dans leur code, ils passaient un temps conséquent tous les mois à faire des mises à jour techniques. Et ça les a amenés à se poser la question de dire, eh bien, je pourrais peut-être abandonner certaines de ces librairies que j'ai choisi d'utiliser par facilité, mais qui, au final, me créent une dépendance et une contrainte dans la durée. Et donc, ils se sont posé la question de développer par eux-mêmes dans le langage Ruby et ne plus utiliser de librairie pour ne pas avoir cette dépendance-là. Voilà, donc je vous donne quelques exemples pour illustrer qu'il y a des choix techniques assez importants dans l'architecture logicielle. Qu'est-ce que j'utilise comme langage? Qu'est-ce que j'utilise comme framework, comme librairie? Au regard de l'évolutivité de mon code, au regard de ma dette technique, au regard de la sécurité de mon code. Donc il y a pas mal de choses à explorer dans ce domaine-là. Donc ça, évidemment, c'est des choses qu'encore une fois, on abordera au cours de la formation. Autre sujet, alors, Jonathan en a déjà un petit peu parlé, mais l'intégration continue, c'est la question d'être capable de pousser du code dans un environnement de test de manière automatisée. Alors Jonathan en a un peu parlé puisqu'il a parlé des tests unitaires. Alors comment se passe l'intégration continue? Vous devez certainement connaître le principe, hein, c'est que plusieurs développeurs poussent du code sur un référentiel de type Git, et puis automatiquement, il y a des tests qui se lancent. Alors d'abord des tests unitaires qui vérifient qu'il n'y a pas de régression. Et si jamais il y a une régression, on voit sur mon petit schéma que on signale au développeur qu'il a créé une régression. Ensuite, des tests d'acceptance, donc des tests qui simulent un peu plus un utilisateur.
et qui valide des fonctionnalités. Et donc on peut avoir des séries de tests. Alors là, on en a mis peu, hein, des tests unitaires, des tests d'acceptance, mais il pourrait y avoir des tests de montée en charge, des tests de sécurité, etc. Et tout ça va dans l'idée de bâtir automatiquement un code qui est assez fiable pour qu'on n'ait pas de surprise lors de la mise en production. Donc l'intégration continue, en général, s'arrête à l'environnement de test, donc celui dans lequel les utilisateurs, les product owners vont tester le logiciel qui a été produit, mais ils permettent d'avoir un haut niveau de fiabilité de ce code, hein. Donc il n'y a pas de régression, il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de problème de performance, il n'y a pas de problème de, de, de non-respect des fonctionnalités. Enfin, les choses sont complètement fiabilisées à la fin de l'intégration continue. Donc ça, c'est quelque chose qui a finalement est devenu un état de l'art et que la plupart des équipes de développement font aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de subtilité là-dedans, parce qu'il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire et pas mal de pratiques de tests qu'on peut intégrer dans cette intégration continue. Alors, après l'intégration continue, ce qui vient souvent, c'est ce qu'on appelle le déploiement en continu. Alors, là-dessus, bon, excusez-moi, j'ai une urgence de production. Je vais juste envoyer un mot de passe en même temps que je parle. Alors, l'idée, c'est que, eh bien, il faut, ce qui est très contre-intuitif, c'est de se dire que déployer souvent, ça crée une sécurité supplémentaire. Alors, je vais expliquer ça un petit peu mieux. Hop. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on déploie, par exemple, chez Caricature un petit peu, une fois tous les ans, on se sécurise parce qu'on se dit, je prends le risque de déployer que rarement. Mais en même temps, en faisant ça, on prend le risque de ne pas bien se souvenir de comment ça s'était passé il y a un an la dernière fois. Ah tiens, j'avais eu un problème, j'avais pas noté ce problème, et donc il pourrait arriver à nouveau. Et puis par ailleurs, lorsque je déploie une fois par an, je déploie beaucoup de nouveaux codes, je déploie beaucoup de mises à jour des bases de données relationnelles, hein, beaucoup de corrections dans les bases de données relationnelles. Et donc plus je déploie beaucoup de choses, et plus le risque qu'il y ait quelque chose qui se passe mal est important. Donc déployer une fois par an, c'est le risque de passer 3-4 jours, des week-ends à débugger. Alors que si on déploie de manière très régulière, en fait on déploie peu, et donc il est assez facile de découvrir d'où vient le problème si jamais il y a un problème au moment du déploiement. Et par ailleurs, déployer devient une pratique courante. Et donc on a cette habitude de déployer, et donc on est en maîtrise. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois par an et dont on a oublié les problèmes de l'année dernière, pour caricaturer un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle les acteurs qui sont des acteurs très importants dans le domaine du logiciel, enfin qui produisent beaucoup de logiciels, déploient assez régulièrement. Alors ici, j'ai mis l'exemple de Facebook ou Flickr, qui sont des applications grand public. Et par exemple, moi, j'utilise, au titre de l'informatique de commodité, j'utilise la messagerie et les environnements de collaboration de Google. Vous savez, alors ça s'appelle la Google Suite et maintenant ça s'appelle Google Workspace. Eh bien, je vois, parce que je suis les choses en tant qu'utilisateur, je vois qu'il y a des mises à jour fonctionnelles. Il y en a 4 ou 5 fois par jour. Donc, il y a des déploiements sans arrêt, en fait. Ça n'arrête pas de déployer. Donc, il y a une maturité qui fait que tout est assez bien testé pour se permettre de déployer assez régulièrement. Donc, ça veut dire qu'il faut aller assez loin, hein, dans ces pratiques de test pour être certain de minimiser au maximum le risque de ces déploiements qu'on fait assez régulièrement. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément déployer 10 fois par jour, mais déployer un rythme mensuel plutôt qu'un rythme annuel, ça me paraît être plutôt à l'état de l'art aujourd'hui, dans un monde qu'on qualifie un petit peu de monde digital aujourd'hui, hein. Alors, évidemment, quand on fait du déploiement en continu, il y a des outils qui nous permettent un peu de mitiger le risque. Alors voilà quelques exemples. Le Blue Green Deployment, on voit ça sur le schéma qui est en haut à droite. Alors, c'est des schémas que j'ai pris à Martin Fowler, qui est un architecte logiciel assez connu, assez reconnu, hein, au niveau planétaire. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que dans ce schéma-là, vous voyez, il y a deux versions de l'application. Et on va pouvoir dire, ah on déploie dans la version bleue. Et puis, si jamais il y a un problème, on va rerouter les gens vers la version verte. C'est-à-dire qu'on a deux environnements parallèles, celui de l'application N-1 et celui de l'application N.
Et donc, on est capable si jamais il y a un problème, de remettre les utilisateurs sur l'application N-1. Le Canary Release, alors ça c'est aussi un schéma que j'ai pris à Martin Fowler. Ça consiste, vous voyez, à tester les nouveautés d'abord sur les employés de l'entreprise, ensuite sur une région donnée dans le monde, par exemple, mettons pour Facebook, ce soit la Californie, et puis ensuite, progressivement, de déployer ça à plus grande échelle. Donc, on est capable d'avoir des pratiques de déploiement qui visent à minimiser le risque en testant d'abord auprès d'un faible nombre de développeurs. Alors, il y aurait d'autres pratiques de déploiement qu'on pourrait détailler, comme par exemple le zéro downtime deployment, mais donc ça, ce sera le sujet de la formation. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Donc, il y a aujourd'hui pas mal d'outils pour produire du code en continu et le déployer en continu. Et c'est quand même ça qui est aujourd'hui l'état de l'art dans un monde où on veut produire du logiciel et le délivrer aux utilisateurs à un rythme relativement régulier. Alors, dernier slide de présentation un peu générale, ensuite on passera sur le contenu de la présentation. Eh bien, il se trouve que pour faciliter ce déploiement en continu, eh bien souvent on met à contribution les équipes de production. Et donc dans DevOps, on parle en particulier d'une pratique qui s'appelle infrastructure as code. Ça consiste à ce que les équipes de production proposent un code qui permet aux développeurs de pousser en production. Donc, par exemple, je vais utiliser une espèce de code, mettons un exemple assez connu aujourd'hui qui est Ansible. Donc, grâce au script Ansible, en tant que développeur, je suis capable de lancer ces scripts et lorsque j'ai finalisé mon code, je ne sais pas, Ruby ou Java, eh bien, grâce à ces scripts, je peux le passer en production. Donc, le passer en production, ça signifie automatiquement créer des machines virtuelles, automatiquement créer des containers, automatiquement mettre à jour des bases de données de production. Donc, c'est des choses qui sont permises aujourd'hui par donc infrastructure as code, donc des codes de déploiement. Alors, je vais m'arrêter sur ce sujet-là que je trouve assez amusant parce que ça reboucle un petit peu. Comme les gens de l'infrastructure utilisent du code pour déployer, eh bien, eux aussi peuvent faire du test. Et donc, on peut faire du TDD aussi pour le code d'infrastructure. Alors, moi, je trouve que c'est une sorte de chose assez amusante, donc j'aime bien en parler. Donc on peut, en tant que personne qui travaille à l'infra, à la production, je peux faire un code de déploiement et puis je peux simuler un déploiement, vérifier que ce déploiement s'est bien passé. Donc par exemple, si je simule le déploiement d'un serveur web avec une base de données MySQL, eh bien, je peux attaquer le port 80, le port SSL 443, vérifier que tout est en place. Et donc ça me permet de vérifier que mon script de déploiement est opérationnel. Et ensuite, une fois que j'ai vérifié ça, je vais tuer l'environnement que j'avais lancé juste pour vérifier que mon script de déploiement était opérationnel. Donc, de la même manière que finalement les développeurs font du TDD, eh ben, on peut dire maintenant que les gens de l'infra font du test-driven architecture, du test-driven infrastructure, pardon, je me suis trompé dans le slide. Et donc, finalement, les pratiques de développement, on va les retrouver aussi dans la production. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est que finalement, on disait au début, Jonathan le disait, software is eating the world. Donc, software is eating also la production, quoi, hein. Et donc, on a finalement des pratiques de développement qui deviennent tout à fait généralisées dans les DSI aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter de manière un peu générale les grands concepts qui seront abordés au cours de cette formation. Jonathan, si tu as des choses à dire, hein, n'hésite pas à m'interrompre hein, si tu as des choses à ajouter. Là, je vous présente un peu plus donc la formation en tant que telle. Donc la formation en tant que telle, donc elle s'appelle Executive Certificate Tech Lead. Alors chez Centrale Supélec, on a deux types de formations, des formations diplômantes et des formations certifiantes. Et donc celle-ci est certifiante. Donc on a une certification de Centrale Supélec après avoir suivi cette formation. Vous voyez que la prochaine session se passe en septembre. Ça s'adresse évidemment à un public de développeurs, de chefs de projet, d'architectes. Alors, on a quand même eu aussi parfois des gens qui étaient, on va dire plutôt des directeurs de projet ou des gens qui étaient un peu dans le management de la DSI, qui nous ont fait part de leur intérêt pour la formation parce qu'ils avaient envie d'acquérir un background pour ensuite comprendre ce que disaient les développeurs. Alors, c'est quand même un background un peu solide, hein, puisque c'est une formation en 12 jours, hein, donc on ne parle pas d'un background léger, hein, mais en tout cas, de quoi on va parler de comprendre ce que c'est que le software craftsmanship,
pour faire du code propre. Voilà, comprendre ce que c'est que l'architecture logicielle, les bonnes pratiques de l'intégration continue, du déploiement en continu, continuous integration, continuous deployment, au travers de cet executive certificate. Alors plus précisément, vous voyez là, on a mis une version un peu plus détaillée du programme. Plus précisément, il y a 2 jours de formation avec 2 jours donc, qui seront animés par Jonathan sur le craft, avec les éléments qu'il a pu décrire tout à l'heure de manière un peu rapide, mais sur lesquels évidemment il rentrera plus en détail. Et puis je crois que Jonathan aussi fera faire des petits développements aux gens qui participeront à la formation. Oui, Alors c'est je te laisse ça. peut-être en parler. Ouais. Ouais, durant cette formation, ce qui est important, c'est d'acquérir un peu de bagage théorique. Ça c'est vital pour comprendre comment ça fonctionne. Mais l'essentiel se fera sur de la pratique. Donc, on va vraiment s'exercer. On fera du code ensemble avec les différents participants et on va essayer de délivrer en utilisant du test-driven development, par exemple. On va faire des code reviews. On va essayer d'apprendre quelques techniques pour animer, par exemple, un coding dojo ou réussir un pair programming, etc. Voilà. Et puis alors Jonathan m'a promis que c'était accessible à des gens qui avaient moins d'expérience du code parce que on partait de base un peu simple. Voilà. Oui, les premiers Alors exercices sinon, sont assez faciles. Oui. c'est pas Et puis forcément réservé à des gens qui codent toute la journée. c'est ça. On montera en difficulté en fonction du public. Hein. Si on a un public qui est vraiment véloce, on va attaquer des sujets plus complexes. Mais les tout premiers, ils sont assez simples. Ça fait appel à quelques petites connaissances de programmation. Et puis, on est vraiment sur un mode accompagnement. Donc, l'objectif, c'est que tout le monde puisse progresser à son rythme sur la formation. Alors ensuite, vous voyez, on va reprendre les éléments d'architecture, alors que j'ai déjà un petit peu évoqué. Hein. Alors, je n'ai pas trop parlé du serverless, du PaaS, de Docker, etc. Mais bon, c'est évidemment des choses qui seront abordées au cours de la présentation, avec les microservices, les conteneurs, ces différentes choses. Et puis, vous voyez, sur la partie usine de développement CI/CD, on abordera un certain nombre d'outils. Et là aussi, ce sera très pratique. Hein. C'est-à-dire qu'on fera des tests de ces différentes usines de développement logiciel sur des cas concrets. Donc, il s'agit bien évidemment, comme il s'agit d'architecture logicielle, de manipuler un petit peu, hein, de rentrer un petit peu dans les outils pour se faire une première expérience pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'outils. Voilà, donc il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui. Alors on va en aborder plusieurs, mais évidemment pas toutes non plus. Hein. Ce qui est listé là est peut-être un petit peu trop exhaustif par rapport à tout ce qui est possible de faire une formation de 12 jours. Alors je crois qu'on peut utiliser mon compte formation aussi lorsqu'on le souhaite participer à cette formation. Donc elle est éligible hein, à l'utilisation de mon compte formation. Alors j'ai un trou sur le terme exact, mais voilà, elle est finançable. Voilà. Alors, bon, ça a été déjà un petit peu dit, hein, donc on va avoir des apports théoriques, donc Jonathan l'a dit, mais aussi des travaux pratiques. Donc c'est bien l'idée de cette formation, hein, c'est d'avoir des travaux pratiques, et donc à travers d'un éditeur de code. Je m'aperçois qu'on a déjà consommé beaucoup de temps, alors je vais peut-être laisser la place aux questions si des gens souhaitent poser des questions. Oui, alors voilà. Hein. Bon, j'ai déjà un petit peu dit, hein, c'est une formation qui est éligible au CPF. Et puis, on aura une prise de recul managérial. Une prise de recul managérial, oui, parce que ça, c'est une chose qui a été peu évoquée, mais le tech lead, c'est quand même quelqu'un qui, alors ça a été dit, hein, qui fait du mentoring, mais qui a une forme de coaching, je sais pas si on peut dire que c'est le manager de l'équipe, mais je sais pas ce que tu en penses, Jonathan. C'est vrai il a vocation à devenir un manager technique de l'équipe. Ce qu'on voit en général, c'est un tech lead qui fait pas mal de management, mais qui fait à minima un tiers de son temps en développement technique. Donc on est plutôt oui sur une posture managériale pour le coup.
Voilà, donc une clause de recul sur cette posture managériale, sur l'architecture, et ça c'est un des points importants dans nos formations chez Central Supélec, c'est que on ne s'oriente pas sur une solution donnée en général, hein. On ne fait pas des formations, par exemple, je sais pas, je prends un exemple sur Amazon Web Services, on fait plutôt des formations sur le cloud en général en disant, bah, dans ce domaine de logiciel-là, vous avez telle solution chez Amazon, telle solution chez Google ou telle solution chez Microsoft. Alors cette formation sera un peu mélangée entre présentiel et distanciel a priori. Bon, ça c'est aussi lié à une forme d'incertitude qu'on a sur les retours de pandémie, hein. Mais en tout cas, on est maintenant tout à fait équipé chez Centrale Supélec pour donner des formations qui mélangent le présentiel et le distanciel, même au cours d'une journée donnée, hein. On peut avoir dans la même journée des gens qui sont en présentiel et à distance. Voilà, donc c'est le moment des questions, s'il y en a. Alors, peut-être qu'en attendant les questions, bon, je signale qu'il y a donc Laetitia, qui est la personne à contacter sur si vous souhaitez vous inscrire ou en savoir plus sur ce programme. Donc, c'est la responsable de, de la commercialisation de cette offre. Alors voilà, si on n'a jamais codé, est-ce que c'est accessible? Bah, tu veux répondre, Jonathan, on a partiellement répondu, mais Alors, si on n'a vraiment jamais codé, ça va être un petit peu plus complexe. Mais en revanche, comme on va beaucoup travailler en groupe, si on n'a jamais codé, il faudra beaucoup contribuer sur la construction et un peu moins sur la partie code. Donc c'est quand même accessible, euh, moins sur la partie code effectivement. Donc il faudra plutôt être enclin à laisser la main à son binôme, par exemple, si on travaille en binôme, ou à la personne qui prend le clavier pour coder, en proposant des idées. alors je réponds à la question suivante. Non, les 12 jours ne sont pas consécutifs, hein. C'est 12 jours qui sont répartis sur 3 ou 4 mois, si je me souviens bien. Alors, il y a quelqu'un qui dit, j'ai un profil de directeur de projet, j'ai un doute sur mes capacités. Alors là, encore une fois, hein, si cette personne qui a un profil de directeur de projet a envie de rentrer dans ces sujets-là, je pense que la formation est possible. Mais bon, ça nécessite quand même une envie d'aborder ces sujets de développement. Donc moi j'ai eu des candidats, hein, qui étaient des gens qui étaient DSI ou adjoints à la DSI et qui avaient envie de se former pour se mettre à l'état de l'art. Et donc c'était tout à fait, on a pris leur candidature très au sérieux, c'était tout à fait possible. Alors je n'ai Alors, quel est le titre obtenu à l'issue de la formation? Alors c'est une certification. Alors, je ne sais pas si Brice est toujours là. Est-ce qu'il sait mieux dire que moi euh, quelles sont les certifications qu'on a au, au titre de ces Oui, formations? Donc, c'est un exécutif. Oui. oui, tout à fait, bonjour. Alors, c'est un executive certificate, donc c'est une certification, comme tu l'as dit, Guillaume, tout à l'heure, hein. Donc, c'est pas un diplôme, c'est une certification de Centrale Supélec Exec qui atteste des nouvelles compétences acquises grâce à ce programme. Donc, voilà, c'est un, un certificat d'établissement qui est délivré à l'issue du parcours. Alors, je précise que les cours, lorsqu'ils sont en présentiel, se font en partie sur le campus de Centrale Supélec. Alors, ça dépend un peu des cas, hein, mais et donc on est amené aussi à venir sur le campus. Mais bon, on n'est pas amené à trop interagir avec les étudiants, hein. On est dans un cursus un peu à part. Alors là, je vois une question qui a l'air d'être répondue. Est-ce que la formation pourrait être financée en Pôle emploi? Et je pense qu'il y a la réponse dans la question. Contactez Laetitia Vigneron pour les infos à ce sujet. Donc voilà. Moi, je ne sais pas bien répondre à cette question-là. Donc sans doute que Laetitia, dont on a les coordonnées à l'écran, saurait mieux le faire que moi.
Alors, abordez-vous la difficulté des interfaces entre tous les logiciels qui permettent une bonne maintenance des outils. Bah oui, alors donc il y a pas mal de questions au niveau interface, hein, je dirais. Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais finalement, il y a le code avec la base de données, il y a les outils d'intégration continue, est-ce qu'ils sont compatibles entre eux, est-ce qu'on peut utiliser tel outil de test unitaire avec tel langage? C'est évidemment des choses qui vont être abordées. C'est-à-dire que dans chaque environnement de logiciel, il y a des outils. Alors, je sais pas, dans les tests unitaires, par exemple, il y a JUnit en Java, NUnit en .NET. Enfin, en fait, il y a des outils de test unitaire pour tous les langages de programmation aujourd'hui. Donc, il y a effectivement des interfaces, des compatibilités qu'on abordera. Alors, j'ai une question sur les slides de la présentation en replay. Et donc, oui, il y aura bien un replay sur le site de Central Supélec Executive Education qui permettra de consulter la présentation. Alors, peut-être... Ah, bon. Peut-être pas d'autres questions. Alors, peut-être qu'on va arriver à la conclusion. Je sais pas, est-ce que tu veux dire un truc en conclusion, Jonathan? Du coup, au niveau de la formation en elle-même, je suis ravi de pouvoir contribuer à celle-ci. C'est vraiment ce que je fais au quotidien, donc c'est une presque passion. Donc on essaiera de faire en sorte que les gens qui participent se sentent vraiment à l'aise, hein, sur cette formation-là. J'ai l'habitude d'accompagner même des débutants, donc n'hésitez pas. Oui, puis quelque part, je pense que c'est dans la philosophie du craft, justement, d'accompagner les autres. Donc, finalement, donner des formations, c'est très cohérent avec ça. Oui, clairement, oui. Alors, il y aura d'autres intervenants hein, sur les parties intégration continue et autres, mais qui sont aussi assez passionnés par ce qu'ils font et voilà, que je connais bien aussi, qui sont pour certains d'autres anciens Octo, et voilà, qui sont des gens très passionnés et à mon avis très intéressants. Voilà, bah, du coup, on va vous remercier alors, et puis peut-être vous souhaiter un bon appétit. Merci d'avoir participé.